Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. J'adore faire de la radio en direct car vous voyez vraiment les choses comme elles se passent. Hein? Nous, on n'est pas formaté, on suit pas des petites règles, on suit pas des petites cases. On est spontané, on vous montre les choses comme elles se passent. Alors, pendant que je suis, moi, en train de m'installer au micro, à ma droite, il y a évidemment Cybèle. Bonjour. Olivier, bonjour Cybèle. Et à ma gauche, il y a Jonathan Roy, auteur, compositeur, interprète, multimillionnaire de YouTube. Ben non, j'exagère, mais quand même. Je suis presque billionnaire même. Ah oui, milliardaire. Oui, absolument. Donc, bientôt, tu vas être aussi riche que Luc Poirier. Tu vas pouvoir t'acheter des Ferrari? Non, je pense pas que... En fait, moi, je suis heureux, en fait, que ça va bien, mais c'est pas pour l'argent que je fais ce que je fais, mais on s'entend que effectivement, ça fait toujours du bien d'avoir un peu plus de stabilité financière, effectivement. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de Timocha qui était en train d'accorder sa guitare. Magnifique guitare, parce que tout à l'heure, tu vas nous faire... Qui vaut très cher. Cette guitare, elle vaut très cher. C'est une guitare qui vaut beaucoup d'argent. Tu dis n'importe quoi. Mais c'est drôle, Jonathan, parce que tu vas nous faire donc dans quelques instants un des extraits de ton nouvel album qui est sorti le 27 février. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là, pour cet album-là. Puis aussi, tu es en tournée un petit peu partout au Québec. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu es arrivé, puis on s'est parlé. Puis moi, j'ai l'âge d'être ta mère, parce que j'ai exactement le même âge que ta mère. Et le contact s'est fait tout de suite entre nous deux. C'est comme si ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. C'est bizarre, non? C'est toi qui le dis, moi, j'ai... Non, mais t'as une facilité avec les gens, là. T'as un contact facile avec les gens. J'ai pas eu toujours ça, en fait. Oui? T'étais plus timide quand t'étais plus jeune? Je le suis encore quand même. Ah oui, mais, ça paraît pas. Il y a eu un moment dans ma vie où que je trouvais ça difficile d'approcher les gens, puis j'avais, en fait, peur des gens, puis de la façon que les gens me jugeaient, je trouvais ça, c'était difficile pour moi. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai vieilli, maturé, puis j'ai pris de confiance. Puis maintenant, mes connexions humaines sont beaucoup plus plaisantes. Les gens te jugeaient. Pourquoi? À cause du fait que tu es le fils de Patrick Roy ou à cause de tes bagarres célèbres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Un bon mélange des deux. Un mélange des deux? Un bon mélange des deux, oui. Parce que, il te percevait comme un petit baveux? Oui, quand même. Je pense que oui. Ouais. Mais est-ce que t'étais un petit baveux? Absolument. Oui? OK. Oui, donc tu l'assumes. J'étais jeune, tu sais, puis j'avais 17 ans, je pense. Mais là, j'étais effectivement peut-être un petit baveux, mais j'ai jamais été... j'ai jamais manqué de respect envers les gens ou quoi que ce soit. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi, en quelque sorte, puis ou peut-être pas beaucoup même. Fait que ça sortait peut-être un peu comme ça, je pense. Ça sortait peut-être tout croche, parce que tu le savais pas. Ouais. En même temps, quand on est justement le fils de, puis donc t'avais 5 ans, je pense, quand vous avez déménagé au Colorado? J'avais 5-6 ans. OK. Ouais. Et tu sais, comme ton père est quand même une hyper méga vedette, vous vivez bien. Méga vedette. Mon père est une vedette ici au Québec. Moi, je connais bien au hockey, ici au Québec. Je connaissais ton père. Ouais, je comprends. Mais il y a quand même des sports immenses aux États-Unis avec le football, Colorado, le basketball. C'est peut-être pas une vedette dans la rue. Mais puis c'est une nouvelle équipe aussi qui arrivait à Colorado. Fait que mon père était pas très connu. Ouais. Mais je pense que les gens étaient excités d'avoir une équipe de hockey au Colorado. Fait que puis ça a été magique en fait cette année-là. Qui a gagné la Coupe Stanley pour la première fois avec eux. Oui, mais c'est ça, c'est là que je voulais en venir, c'est que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les petits gars qui s'appellent Jonathan, qui naissent au Québec, puis à un moment donné, ils sont dans la piscine, puis ils jouent dans la piscine avec la Coupe Stanley que leur papa a remportée. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est une enfance qui est quand même particulière, donc toi, tu grandis avec une place à prendre. Pour vous, peut-être, mais pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était ma vie. Tu sais, j'étais né là-dedans. Fait que j'ai jamais vu
la vôtre ou la vie des autres. Fait que pour moi, c'était normal ce que je vivais. Mon père, c'était mon père. La Coupe Stanley, c'était un trophée que mon père gagnait quand il jouait, puis au travail. Comme mettons mon fils avec les Gémeaux de son père. T'sais. Chacun les trophées que le papa ramène à la maison. C'est plus normal. On comprend, par exemple, qu'on apprécie. J'apprécie, puis je trouvais ça incroyable ce que mon père est en train de faire, mais en même temps, t'es trop jeune aussi pour tout comprendre la réalité de tout ça. T'sais. Dans quelle mesure le fait que maintenant, tu gagnes ta vie et tu la gagnes bien, puis je parle pas en termes financiers, mais en termes de succès, dans ton propre nom, avec ton propre talent, qui est pas relié au hockey, même si tu as déjà joué dans la Ligue junior, mais que c'est vraiment comme auteur, compositeur, interprète, puis que les gens apprécient ce que tu fais. Dans quelle mesure ça te fait un petit velours de dire, bon, ben je suis Jonathan, puis je suis plus là-dedans? Est-ce que c'est important ou tu y penses pas, puis c'est juste quand des journalistes achalants t'en parlent? Je pense que, tu sais, moi, la seule chose que je veux, puis la façon que j'ai été élevé, c'est de faire qu'est-ce que j'aime. C'est bon, et ça. c'est ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Je me lève le matin, puis je suis tellement heureux d'avoir la vie que j'ai, puis les choix que j'ai pris dans ma vie pour être où que je suis aujourd'hui. J'en suis vraiment fier, puis... Tu sais, l'année dernière, on a gagné notre premier Félix pour le spectacle de l'année. Oui. Puis c'était la première fois que j'avais un peu de recognition. De reconnaissance? De reconnaissance de la musique québécoise, un peu. Puis je l'ai vraiment apprécié. Fait que je pense que tranquillement, les choses se font naturellement ou que c'est ça, je fais ma place dans la musique québécoise. Puis j'y pense pas. Tu sais, je me laisse aller par mon amour pour la musique. Mais en même temps, à chaque fois que tu ouvres la bouche, et Dieu sait que tu ouvres la bouche souvent parce que tu participes constamment à des balados. Tu sais, moi, je fais une recherche sur, mettons, je rentre ton nom, puis c'est Jonathan a fait telle déclaration choc dans un balado, puis la semaine d'après, c'est une autre affaire. C'est vrai, t'en fais beaucoup des balados, là. Ouais, j'ai plein d'amis, puis aujourd'hui, ben, le nouveau média, c'est évidemment de faire, nous, on faire est des balados. podcasts, exact. On est des balados. Fait que puis j'aime ça jaser, j'aime beaucoup ça, parler avec les gens, puis j'apprends beaucoup sur moi-même en même temps. Il y a beaucoup tu sais, surtout en podcast où que tu sais pas les questions, tu sais pas où tu t'en vas, puis des fois tu peux te perdre, puis découvrir des facettes de toi que tu connaissais pas en fait. Puis j'aime ça, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que parfois des fois ça peut devenir complexe, mais j'aime les conversations que j'ai avec les gens. Pourquoi tu trouves ça complexe? Alors je vais te proposer 2 controverses qu'il y a eu récemment au cours des dernières semaines, de déclarations que tu as fait dans un balado. Tu vas me dire laquelle a été la plus complexe. Dans un balado, je n'aime pas ma voix en français. Jonathan Roy explique pourquoi il chante en anglais. Puis, il y en a un autre, c'est, attends 2 secondes, Jonathan Roy est dans un couple ouvert. C'est quoi qui a fait le plus de controverses ou qui a été le plus complexe à gérer, mettons, quand tu rentres à la maison? Ça, je sais pas. Pour moi, c'est pas une controverse. Non? Peut-être parfait. dans votre monde à vous. Puis moi, je commence pas, là. Non. Je lis pas ces genres de choses-là, pour être honnête. Mais, non, mais c'est vrai, tout est vrai. Donc... Les deux sont vrais. Ouais, non, mais moi, je sais pas controversé. Okay. Si tu veux avoir un couple ouvert, j'ai aucun problème. Mais fais-moi pas de sollicitation. Moi, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est les gens qui me parlent de ça, qui me posent ces questions-là, tu sais. Fait que moi, j'ai des conversations avec les gens, puis les gens veulent avoir des réponses. Puis moi, je suis pas un livre fermé, je suis un livre ouvert qui parle de sa vie. Puis en même temps, quand je parle de mon couple ouvert, c'est pour aider les gens, donner une nouvelle vision de peut-être l'amour, que ça pourrait aider certaines personnes. Tout à fait. Exact. Mais moi, je suis très ouverte à ça, dans le sens que je trouve que les gens feront bien ce qu'ils veulent entre adultes consentants. Si tu veux pas le lire, ben tu changes de page. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que donc t'en parles tout à fait ouvertement, puis je trouve ça absolument extraordinaire. C'est pas une invention de 2025, ça fait des milliers d'années que les êtres humains font wing wing wang wang wung wung avec n'importe qui veulent bien. Mais c'est juste que quand je veux juste te dire, quand je fais une recherche sur toi, j'entends plus parler de ça que de ta musique. Je me demandais juste, trouves-tu ça agaçant des fois? C'est tellement hors de mon contrôle, là, fait que je suis pas là. Effectivement, c'est ça qui sort, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ma musique. On fait beaucoup de spectacles à travers le Québec, puis je pense que les gens voient beaucoup plus la musique que les artistes qui sortent. Mais
Mais je peux pas contrôler ça. C'est hors de mon contrôle, fait que je sais pas quoi dire, je sais pas quoi te répondre. Mais il paraît que vous voulez essayer de faire un petit bébé? Ben oui, absolument. Je pense c'est une sacrée bonne nouvelle. On a acheté notre petite fermette v'là 4-5 ans, puis là, on a rénové, on a tout comme installé la base pour commencer ça. Ça fait 8 ans, ma femme et moi, on est ensemble, fait qu'on se sent de plus en plus près, mais en même temps, c'était peurant, Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, j'ai peur d'être... je sais pas, j'ai peur d'être pas à la hauteur comme père. J'ai peur d'être aussi trop selfish. Je suis aussi quelqu'un qui est très concentré sur sa carrière, puis je veux être présent pour mes enfants. Donc, je sais que je vais être obligé de mettre la chose en réalité que j'aime le plus présentement dans ma vie, qui est ma musique, tu sais, de côté, parce que je sais que je vais les aimer plus que ce que je fais là, tu sais. Fait que ça va être complexe. Puis c'est ça me fait peur, parce que je sais que je suis en pleine croissance, puis j'ai tellement mis d'amour dans ma business, dans ma carrière. Fait que ça me fait peur de la laisser de côté pour la famille, mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui va se faire naturellement, je pense, quand je vais les avoir. Ouais. Ben écoute, moi, je suis pas papa, je suis maman. Mais je peux juste te dire que ce conflit de loyauté-là dont tu parles, de savoir est-ce que, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est le plus beau dilemme qu'on peut avoir dans la vie. Ah, je suis sûr que oui. Autant j'aime ma job, autant j'aime mon travail, autant j'aime mon fils qui va avoir 17 ans demain. À un moment donné, ton enfant, je sais pas si ça va être une fille ou un garçon, va avoir 17 ans, puis tu vas te dire, mon Dieu, mais où sont passées les 17 dernières années? Ouais, ça va tellement aller vite à un moment donné. Ouais. C'est capoté. Mais il y a quand même, c'est sûr qu'il doit y avoir un ajustement quand même au début. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ça doit être quand même déstabilisant, puis ta vie change pour toujours, tu sais. Fait que c'est pas à prendre à la légère, tu sais. Fait que on prend notre temps, ma femme puis moi, puis je pense que c'est ça. On est rendu là dans nos vies. Ben, je trouve que c'est la plus belle nouvelle. Puis moi, je suis sûre, je te connais pas. On vient de se connaître. Ouais. Ça fait 14 minutes qu'on se connaît. Mais je suis sûre que tu vas être un bon papa. Merci. Est-ce qu'on se la fait, on cette chanson-là? Ben oui, absolument. Alors, écoute, c'est tiré donc de ton nouvel album qui s'intitule Symphony of Doubts. Tu vas faire ta tournée là-dessus. Et le titre de la chanson que tu nous fais, c'est Singing a Sad Song. Et t'es accompagné à la guitare par Timosha. Yes. On vous écoute tous les deux. Je tiens à dire, on n'a même pas le temps de faire de test de son, donc c'est vraiment ça va être ce que ça va comme être. Ça vient. Mais ça va être beau parce que ça va venir du fond du cœur. Absolument. Une chanson que j'ai écrite avec Cœur de Pirate et Connor Sider sur l'album. Ouais, c'est pas n'importe qui quand même. Time passed me by. I'm counting all the things I've left behind. I've learned to fly. Falling is the way I've led my life. I've gotten over. Misery is healed. Getting older, just playing back the reels. When I was broken and buried, 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they'd never come. Out of my own, singing the sad songs. Singing the sad songs. I've built my home, fixed the floors, but tore down all my walls. My heart is grown, yeah, it's grown. Open windows to my soul. I'm chasing shadows to remember how it feels. Yeah, I'm stronger, just playing back the reels. When I was broken and buried, 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they'd never come. Out of my own, singing the sad songs. Hello,
accepting all this shame. Don't need to live it all again, 'cause it made me who I am. Now I'm grounded where I stand, 'cause I was broken and buried. 20s came and went, so I was singing the sad songs alone, trying to cry, begging for tears, but I knew they'd never come. Out on my own, singing the sad songs. Out on my own, singing the sad songs. Singing the sad. Magnifique, c'est super beau. Merci Timocha à la guitare, Jonathan à la voix. Quelle voix! Mais il y a quelqu'un qui nous a écrit, Sophie, un bon scotch dans une pointe en écoutant ça, c'est ouf. Alors les auditeurs sont déjà en train d'aimer ça. Non, c'est vrai. Il me semble que c'est le genre de chanson qui appelle un... Êtes-vous déjà venu voir un show? Non. Pourquoi pas? Ben, parce que j'ai pas eu le temps. Sais-tu quoi? Parce que j'ai un fils de 17 ans. Ben non. Parce que ça a pas adonné, Jonathan, mais c'est pas par... Non, il n'y a pas de problème. Mais je vous invite, si ça vous tente, on est en show à Brossard prochainement aussi. Ben écoute, le 8 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu, 28-29 à Brossard, 3-4 avril à Saint-Eustache, 26 avril à Laval. Mais je pense que je vais aller te voir cet été, parce que le 5 juin, t'es au Poutine Fest. OK. C'est un souper-spectacle et je t'annonce en primaire. T'aimes la poutine? J'adore la poutine. Je capote sur la poutine. Alors, l'idée de manger de la poutine en t'écoutant chanter, pour moi, c'est une soirée de rêve. J'ai amené M. Timocha pour son premier Ashton à Québec. Et il a capoté sa vie, parce que Timocha, tu viens de La Rochelle. Incroyable. Ouais, et c'est bon de la poutine, hein? Un voyage. Un truc de ouf. Jonathan, c'est une chanson magnifique. Merci. À un moment donné, dans la chanson, tu dis « I was begging for tears, but I knew they wouldn't come on my own » ou quelque chose comme ça. Donc, je suppliais que les larmes viennent, mais je savais que ça viendrait pas tout seul. Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, dans la vie? J'ai de la difficulté, en fait, de sortir ce genre d'émotion-là. Autant que je peux avoir de la peine à certains moments de ma vie, on dirait que j'ai tellement une carapace qui est solide que j'ai de la misère à la briser des fois pour... C'est pour ça que je fais des cérémonies de psychedelics ou d'ayahuasca pour détruire mon ego puis de m'en aller dans mon univers, en fait de retrouver le vrai humain que je suis. Et ça c'est difficile pour moi d'aller là-dedans des fois, fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit une chanson là-dessus, puis j'essaie de pleurer parfois, puis c'est ça veut pas venir. Puis je pense que je suis pas le seul qui est comme ça. Puis pourtant, quand on était jeune, je me rappelle, je pouvais être dans la douche, puis on dirait que ça sortait quand j'étais jeune. Puis en vieillissant, c'est de plus en plus difficile pour moi Puis c'est pas parce que je suis pas proche de mes émotions ou quoi que ce soit, on dit, je suis juste... Je sais pas, je me protège. Ça se manifeste différemment, mais je te fais une prédiction. Le jour où tu vas apprendre que ta blonde est enceinte, tu vas brailler une shot. Le jour où ta blonde va accoucher, tu vas brailler une shot. La première fois que ton enfant va t'appeler papa, tu vas embrayer une shot. Absolument. Je te prédis beaucoup de larmes pour les prochaines années, mais des larmes de joie aussi. Je pense que t'as bien raison. Et puis, la première fois que ton enfant va t'envoyer promener en disant t'es vraiment un old geezer, puis tasse-toi de là, je pense que tu vas pleurer aussi. Tu nous as dit ça quand même en passant, mais l'ayahuasca, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'affaire, là. T'en prends quoi, une fois par année, régulièrement? Quand j'en ai besoin. Quand j'en ai besoin. C'est pas quelque chose qui est toujours nécessaire. Ça marche. Ben pour moi, ça fonctionne. C'est pas pour tout le monde, effectivement. Je suis heureux de voir qu'il y a un mouvement là-dessus. Présentement, je pense qu'il y a Oprah Winfrey qui a parlé de ça avec Michael Pollan. Michael Pollan qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle How to Change Your Mind. Oui, mais c'est un gars extrêmement important. Incroyable, effectivement, qui a fait des livres sur, je pense, l'alimentation. La nourriture, oui, tout à fait.
Puis en fait quelqu'un avec a lot of knowledge et une grande intelligence pour pouvoir expliquer un peu plus en profondeur psychedelics, à quel point que ça peut aider les gens qui ont le PTSD, qui ont des addictions, qui ont de l'anxiété. Syndrome post-traumatique. Exact. Ouais. Fait que je pense que je suis persuadé, en fait, c'est sûr, je suis pas médecin, là, mais je suis persuadé que c'est beaucoup mieux que les médicaments qu'on est donnés par pharmaceutical companies across the world. Ouais, les compagnies pharmaceutiques partout à travers le monde. C'est drôle parce que tu retombes des fois dans l'anglais, mais en fait, quand tu parles français, tu as tout le vocabulaire. C'est-tu un caprice, une coquetterie, ou c'est vraiment parce que les mots te manquent parfois en français? Les mots me manquent parfois. Je pense, je respecte ça, là. Je pense en anglais. Oui. Je rêve en anglais. Donc là, j'écris en anglais. Tu traduis dans ta tête quand tu me parles. Un petit peu, effectivement, ouais. Puis c'est ça. Puis surtout quand je viens nerveux, puis je cherche mes mots, là, je tourne vers l'anglais. Pourquoi t'es nerveux? T'es super bien accueilli, on t'aime, on t'apprécie, puis en plus, on va manger de la poutine ensemble au mois de juin, là. Ouais, ben faire ça, c'est pas toujours facile pour moi. T'sais, autant que je le fais parce que en fait, si j'aurais le choix de le faire ou pas le faire, je ferais jamais des entrevues, je ferais juste de la musique. Mais c'est ça que je voulais savoir tantôt, parce que tu disais que tu faisais, Sophie mentionnait que tu faisais souvent des balados. Est-ce que c'est le côté pas préparé que t'aimes, que t'apprécies, puis c'est ça que tu vas faire? Oui, effectivement. Puis quand faut que j'y pense trop, ben là, je deviens encore plus nerveux, effectivement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime parler, mais comme tu dis, des fois que les articles sortent, whatever, puis ma famille est au courant de ces affaires-là, ben c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais en même temps, c'est ça, j'aimerais juste faire des spectacles, mais je comprends que ça fait partie de mon travail. Ben là, pour que les gens aillent voir tes spectacles, il faut aussi qu'on sache qu'il y en a. Exact. Et c'est là qu'on fait des tournées de promotion. Partout, merci beaucoup, Monsieur Timocha, ça a été un plaisir. Jonathan, ça a été un plaisir. Et puis, comme disait Ariane Moffat, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Donc, merci de ton ouverture à parler de toutes sortes de sujets avec moi. Super apprécié. Merci, Jonathan. Merci. Hey, il m'a appelé, mon ami. Ouais. Je fais partie de la bonne gang maintenant. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Quand vous vous faites lancer des tomates, qu'est-ce que vous faites? Ben, il y en a, ils font de la pizza. La controverse de la semaine, c'est évidemment un des copropriétaires de Pizza Salvatore qui, après un passage à une émission de Radio-Canada, a enregistré une petite vidéo dans son char dans laquelle il posait des questions sur le financement de la culture. Ben, ça a viré vraiment. On avait sa sœur, Elisabeth, hier, à Battiello, qui nous disait que c'était vraiment parti en vrille. J'aime beaucoup l'expression. C'est en effet ça qui s'est passé. Depuis, évidemment, il s'est excusé, mais depuis, il y a beaucoup de gens qui commentent. Parmi les gens qui commentent, il y a Éric Duhaime, qui est chef du Parti conservateur du Québec, et il a fait une entrée sur Facebook où il se questionne justement sur ces montées de lait à plus finir du milieu culturel. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour, Sophie. Beaucoup de gens qui réagissent à cette entrée Facebook. Pourquoi, quand on est chef du Parti conservateur, on se prononce sur cette controverse-là? Parce que la controverse, à la base, elle est politique, dans le sens où un des questionnements de Guillaume Abatiello, c'est justement l'excès de dépenses publiques. Puis il se questionne, entre autres, parce qu'il venait de sortir du studio de Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada, il se questionne sur le fait qu'il y a plus de une vingtaine d'employés qui sont affectés à une émission de radio. Il trouve que c'est beaucoup pour une société d'État qui est 100% financée par l'argent de nos taxes. Et je pense que le questionnement est légitime. J'ai trouvé la réaction du milieu culturel injustifiée. Puis ça concernait des politiques publiques, donc je me suis permis d'intervenir. Alors, Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc même si t'es un politicien, habituellement, je vous vois les politiciens, mais on se connaît, fait que je suis pas capable de te vous voyer. Donc, toi, tu as déjà fait de la radio au privé, pour Cogeco. Donc, tu sais comment ça fonctionne au privé. On n'a pas 20 personnes. Il y a aucune émission au privé où il y a 20 personnes. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait, justement, de la sortie de Guillaume Abatiello, parce que tout le monde a parlé de ses propos sur la culture qui parfois est de la marde, mais très peu de gens se sont intéressés à cette partie-là où il parle justement du diffuseur public. On va écouter l'extrait. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute puis il y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$.
au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de codes d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000 pièces à se filmer. Bon, la comparaison avec Tout le monde en parle, évidemment, a irrité Guy Lepage, qui lui a répondu assez vertement sur les médias sociaux. Louis Morissette aussi s'en est pris à lui. Kim Lévesque-Lizotte a dit, à partir de maintenant, elle va manger des Domino's. On a l'impression que quand même, dans le milieu culturel, quand il se fait accuser de manquer d'introspection, la dernière affaire qu'il fait, c'est de l'introspection. Exactement. Puis c'est ce qui est d'autant plus déplorable dans les propos qui ont été tenus, par exemple, de Guy Lepage, qui traite ce gars-là de livreur de pizza, tu sais, avec beaucoup de condescendance et d'arrogance, alors que c'est un copropriétaire d'une entreprise en pleine expansion au Québec qui a plus de 100 franchisés maintenant, qui vise 500 franchisés. C'est des entrepreneurs ambitieux québécois, puis que ces gens-là se fassent mépriser de cette façon-là. Quand Kim Lizotte ajoute que ça va aller chez Domino's alors qu'on est en pleine guerre tarifaire avec les Américains, puis qu'elle a choisi une marque américaine plutôt qu'un entrepreneur québécois, ça en dit long aussi sur ces gens-là. Et moi, ce que je trouve aussi qui est déplorable, c'est qu'on est à une époque là où il y a une personne sur 4 qui nous écoute, là, qui a une maison, qui se demande comment elle va faire pour renouveler son hypothèque parce que les taux d'intérêt ont monté. Il y a une personne sur 10 qui a fréquenté une banque alimentaire dans la dernière année pour nourrir sa famille. Puis tout le monde va à l'épicerie puis s'arrache les cheveux de sa tête quand on arrive à la caisse, là. On vit une période difficile, puis avec ce qui se passe avec la crise avec les États-Unis, on risque même de vivre une récession qui va être encore plus difficile dans les mois suivants. Tout le monde va devoir faire se serrer la ceinture, y compris le milieu culturel. Et puis peut-être qu'effectivement, 20 personnes pour travailler sur l'émission de Marie-Louise Arsenault, mais ils vont peut-être être obligés d'être 12, puis d'être 2 fois plus nombreux que n'importe quelle autre émission dans le secteur privé, plutôt que d'être 4 fois plus nombreux que les gens dans le secteur privé. Il va falloir un moment donné que ces gens-là apprennent aussi à respecter les gens qui payent pour les taxes et les subventions qu'ils reçoivent. Oui, mais en même temps, fais attention, Éric, parce que c'est assez facile de tomber dans une équation simpliste, c'est-à-dire de dire bon ben là les gens ils se serrent la ceinture, donc on n'a plus d'argent pour la culture. Je pense pas que c'est ça ton propos, mais il faut que tu fasses attention aussi que ce soit pas interprété de cette façon-là. Moi, ce que j'ai apprécié malgré tout des propos de Guillaume Abatiello, c'est qu'il a lancé un débat sur le financement public de la culture. Et je pense que la question qu'il y a entre les lignes, c'est est-ce qu'on a les moyens, comme société au Québec, en ce moment, de financer tous les artistes et toutes les œuvres de tous les artistes? Est-ce qu'on n'est pas obligé, par la force des choses, de faire des choix difficiles? C'est dommage que le débat n'y ait pas eu lieu là-dessus. Ben, c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait lieu, puis le débat, il est pas fini, Sophie, il ne fait que commencer, parce qu'avec l'état des finances publiques, je t'annonce tout de suite qu'on s'en va vers là, même aujourd'hui encore, là, le ministre des Finances, Éric Girard, vient d'annoncer que le déficit l'an prochain va être pire que prévu. Il va présenter son budget là, le 25 mars prochain. Il va falloir avoir ce genre de débat-là. Il y a plus de vaches sacrées, là. C'est pas vrai qu'on va couper en éducation, puis en santé, puis on se posera pas de questions sur ce qui se passe en culture, puis on va dire, comme le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, que tous les budgets en culture, il faut les augmenter, puis que tous les partis politiques sont d'accord avec ça. Là. À un moment donné, il faut... Je suis d'accord avec toi, là. T'as raison qu'il faut faire attention, il faut être prudent, il faut dire qu'on veut continuer à financer le milieu de la culture, que c'est important comme minorité francophone en Amérique de le faire. Puis je pense que l'ensemble des gens est d'accord là-dessus. Sauf que de dire que ces gens-là peuvent continuer à avoir le même train de vie puis augmenter les dépenses alors que tout le monde ailleurs va être obligé de se serrer la ceinture, là, c'est là où le devoir de solidarité existe plus, là. Et je pense que le débat doit se faire là-dessus, plutôt que de commencer à savoir si oui ou non on va boycotter une pizzeria québécoise pour acheter de la pizza américaine. Là, ce débat-là est complètement ridicule. Ils ont détourné le débat qui, quant à moi, était fondamental dans les propos de Guillaume Abatiello. Ouais. Toi, t'es à la tête du Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, selon le dernier sondage, les chiffres sont bons. Hein, les chiffres marquent quand même une bonne augmentation. Si t'étais demain matin premier ministre du Québec, bon, je pense pas que ça va arriver, mais je te le souhaite. Si c'est ça que tu veux. Mettons demain matin, là, on te met, tu deviens premier ministre du Québec. Comment tu finances la culture? Autrement dit, est-ce que pour le Parti conservateur, la culture québécoise va être une priorité? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais financer? Et oui, et si oui, à quelle hauteur, par exemple?
D'abord, faut s'entendre sur qu'est-ce qu'est la culture. Hein? Moi, j'ai une définition très large, Sophie, de la culture. Toi et moi, on a écrit des essais. Je considère que ça, c'est quelque chose de culturel. Absolument. Même le sport, là, moi, je le dis souvent, j'ai appris à connaître et à aimer la culture américaine en allant dans des tailgates aux États-Unis, parce qu'il y a quelque chose de très, très culturel. Bon, alors, mettons les arts. Les arts. Mais les arts, oui. Bon. Alors, qu'est-ce que... des arts. Bon, alors les arts, tu les finances comment? Oui. Mettons ta priorité entre éducation, santé puis art. Elle se situe où, les arts ici? Sont-ils importants ou pas? Ils sont importants, mais il faut d'abord et avant tout revoir chaque programme, qui on finance et comment. Est-ce que ces gens-là en ont absolument besoin? Qu'est-ce qui arriverait si on les finançait pas? C'est quoi les artistes qui sont en émergence par rapport aux artistes qui sont déjà établis? Il faut, tu sais, il y a un paquet de trucs que on tient pour acquis au Québec, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des programmes qui traînent dans le décor et que personne n'a le courage de revisiter. Moi, je pense qu'on est dû, pas juste dans le milieu culturel, dans le milieu des arts, dans l'ensemble de l'intervention de l'État dans l'économie québécoise, il va falloir revisiter chacun des programmes, se re-questionner collectivement. Est-ce que oui ou non, on a encore ça comme priorité parce qu'on n'a plus les moyens de tout payer, puis les choix vont être difficiles. Tu sais que comme moi, qu'on vient d'annoncer, le gouvernement annonce qu'il veut couper 1,5 milliard de dollars en santé. C'est énorme. Il y a des gens là que c'est pas vrai que c'est juste de la structure là. On va enlever des services à la population. C'est des choix qui sont excessivement difficiles. Puis je pense qu'il doit pas y avoir une chasse gardée puis des vaches sacrées à l'abri de cette réflexion-là. Et c'est ce qui me fait peur avec les propos là, du milieu culturel qui s'est uni puis qu'on a eu une espèce d'unanimisme là, qui pour moi est pas sain parce que tout le monde va devoir faire sa part. Est-ce que c'est possible que le milieu culturel vive réellement une crise, mais que le tout dans la vie est une question de timing, hein, de à quel moment tu poses les gestes que tu poses, et que le fait de poser ces gestes-là, de manifester, d'aller faire des demandes, etc., que c'est peut-être pas le meilleur moment quand justement au même moment le gouvernement coupe 1,5 milliard dans le système de santé. Est-ce que c'est pas une question d'approche, et peut-être que les artistes aussi ont pas trouvé la bonne façon pour aller toucher le cœur des Québécois, pour leur faire comprendre à quel point la culture est importante et à quel point on devrait augmenter les budgets? Mais d'abord, la culture, elle se finance pas juste par le gouvernement. Ça, c'est la première chose. Tu sais, comme spectateur, on achète des billets là. Comme consommateur, on investit beaucoup à titre individuel en matière de culture. Nos entreprises aussi, il y en a plusieurs qui sont des mécènes, il y en a plusieurs qui contribuent, qui commanditent, qui... Absolument. Il y a plein de monde, là. Tu sais, Québécois est un exemple, mais même les pizzerias Salvatore aussi sont un exemple qui investit dans la culture québécoise. Donc, il faut penser à ça aussi. Puis pour revenir à ta question de départ, c'est sûr que le timing est très important quand tu veux demander de l'argent public. Et présentement, ça s'adresse pas juste au milieu de la culture, c'est tout le monde qui va vouloir avoir des subventions ou de l'aide de l'État en argent comptant dans les prochaines années. Bonne chance, parce que les coffres sont vides. On a un déficit historique, 11 milliards de dollars au provincial cette année, 62 milliards au gouvernement fédéral. Les coffres sont complètement vides. On n'aura plus les moyens là, de mettre des milliards dans Nordvolt ou de mettre des 450 millions dans Lyon électrique. Là. Je pense que ces folies-là, faut que ça arrête. Même là ici, moi je te parle en direct de Québec, là, un 8 milliards pour le tramway, il va falloir y repenser à 2 fois. Là. Donc il y a des décisions douloureuses qui vont devoir être prises, puis ça s'applique à tout le monde. Oui, mais justement, là, t'es à Québec en ce moment, et je me rappelle, il y a quelques années de ça, t'étais pas au Parti conservateur à l'époque, je pense que t'étais animateur à la radio, mais peu importe, quand Robert Lepage avait annoncé la création du Théâtre du Diamant, qui est maintenant un fleuron de la ville de Québec, toi, t'avais calculé combien ça coûte par rapport au nombre de sièges qu'il y avait dans le théâtre, je m'en souviens comme si c'était hier. Ben, aujourd'hui, ce qu'on apprend, enfin, au cours des dernières semaines, c'est que le Diamant en arrache et ils sont obligés d'annuler des spectacles, ou en tout cas, il peut pas faire autant de spectacles qu'il aurait voulu. Donc, est-ce que tu considères que Robert Lepage, aujourd'hui, il est trop gourmand, ou il devrait pas, justement, aller sur la place publique puis dire on en arrache? Mais à la base, je pense qu'on n'avait pas fait nos devoirs quand on a aidé financièrement Robert Lepage. Puis c'était ça mon point à l'époque où j'étais à la radio. J'avais calculé combien ça coûtait par ticket aux contribuables. Il était pas capable de rentabiliser ça. Le montant pour les contribuables était beaucoup trop élevé.
Puis là, quand le gouvernement manque un peu d'argent, il arrive ce que c'est en train de décrire, c'est-à-dire que là, il crie famine parce que il est pas capable de rentabiliser cet investissement-là qui était beaucoup trop important. Et c'est exactement le type de projet qu'il va falloir revoir. On n'a pas les moyens. Ou si on a les moyens, il faut concentrer, mais il faut en prendre quelques-uns. On peut pas dilapider puis financer tout, là. On peut se donner certaines missions puis dire ça va être ça notre priorité, mais le gouvernement s'était lancé tout azimut un peu partout. Rappelle-toi aussi des espaces bleus, là. Ah, mais non, les espaces bleus, c'est un fiasco total, là. Mais ils ont quand même parti ça, ils ont quand même mis de l'argent là-dedans, là. Ils ont quand même annoncé ça en grande pompe, là. Donc, il y a tout un côté là qui était déconnecté de la réalité. Il va falloir que les dépenses là soient en fonction de la capacité de payer des contribuables. Puis malheureusement, c'est ce qui manque des 4 partis à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. En fait, la capacité de payer, je pense que c'est vraiment ce que moi, j'aurais aimé qu'il ressorte du fameux débat autour de Pizza Salvatore. Oui. Malheureusement, on a plus parlé de c'est-tu de la merde ou c'est pas de la merde que de poser les vraies questions. Donc, le débat n'est pas encore fait, selon moi. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Éric Duhem, je rappelle que tu es chef du Parti conservateur du Québec et on salue tous les gens de Québec. Merci, Sophie. Au revoir. Merci, Éric. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. J'adore quand Rémi m'envoie ses sujets le matin ou en après-midi. Exceptionnellement. Et qu'il utilise des terminologies vraiment on sent l'étudiant quand même qui a fait un doctorat en sociologie. Tu nous dis aujourd'hui, à propos de ton sujet, c'est une tragédie anthropologique. Explication, jeune homme. Alors écoute, moi, je sais pas, des fois, je trouve qu'il y a des journées qui ressemblent à l'actualité. Ah? Je t'explique ça. Ce matin, je me réveille, il fait pas beau. Ah, me dit, ça va être déjà, ça commence mal. Une journée de marde, là, ça va être boiteux, ça va être mouillé, plate. Et là, après, le soleil sort. Ouais. J'ai 2 nouvelles pour toi. Il y en a une qui est négative, il y en a une qui est positive. Ça ressemble à la journée. Premièrement, c'est un article dans le magazine Forbes qui date de la mi-février, mais qui a été rapporté dans les médias québécois dans les dernières heures. C'est une étude qui a été menée auprès de la génération Z. La génération Z, ce sont les gens... c'est ça que je t'ai écrit tantôt, mais j'ai un petit peu joué avec les années. Tu sais, quand tu parles avec des baby-boomers, puis ils disent « Je suis pas un baby-boomer, moi, parce que sont nés 2 années après la fin de la génération. » Oui, mais c'est une idée, c'est un groupuscule, là. Moi, je suis né en 94, la génération Z, ça commence en 95. Donc, OK, mais bon, cette génération-là, on lui a demandé c'était quoi son rapport à l'intelligence artificielle dans le domaine du travail, dans le milieu professionnel. Et écoute, 41% des jeunes de la génération Z disent plus faire confiance à l'intelligence artificielle qu'à un être humain. OK. Mais ça, c'est extrêmement inquiétant parce que je peux comprendre, en effet, que, l'erreur est humaine, errare humanum est. Donc, c'est possible qu'en effet, tu te dises, tu sais, mon collègue de travail en chair et en os, il peut se tromper. L'IA se trompera pas, mais on l'a démontré maintes et maintes fois. Tu sais, tu demandes à l'intelligence artificielle, c'est quoi les controverses associées à moi-même, Sophie Durocher. Guy Nantel avait fait l'exercice, puis c'était n'importe quoi. Il disait que... On t'inventait des controverses. Mais il disait que je travaillais pour Radio-Canada. Je veux dire, c'est comme, non, c'est pas ça, là. Non, mais donc c'est ça, exactement. Donc, ce qu'on ne pardonne pas à l'humain, on est prêt à le pardonner à l'IA. Oui, c'est ça. Parce que, je sais pas, c'est une nouvelle personne dans notre vie, donc on est plus indulgent. J'en sais rien. Il y a des données qui sont encore plus inquiétantes que ça, là, par contre. Écoute, 80% des jeunes disent que s'ils doivent se confier, toujours dans le milieu professionnel, ils préfèrent le faire à l'IA plutôt qu'à un être humain. Oui, mais ça, demander je peux conseil. OK, attends. Ça, je peux comprendre parce que tu sais jamais à qui tu peux faire confiance. C'est-à-dire, tu te confies à un collègue de travail, tu te confies même à la personne des RH dans ton entreprise et tu sais jamais quand est-ce qu'il va y avoir une fuite, quand est-ce que tu vas être trahi, mal compris. Des gens en qui tu peux avoir confiance aujourd'hui, demain matin, ils te mettent un couteau dans le dos. Mais on peut-tu mentionner quasiment l'impression que ça m'est déjà arrivé. Une autre donnée qui disait dans le... Parce que là, tu disais 80%, mais c'est 50% qui sont pas à l'aise de se confier, mais 80%, ils ressentent de l'anxiété quand ils doivent poser une question à une personne
ou en ligne? Oui, Richard en a parlé l'autre jour avec Poser une question à une personne. Non, mais vous êtes une génération de petits êtres fragiles. Ah, mais ça, je suis très... C'est vraiment, là, oulala. Je le reconnais, mais c'est pour ça, regarde la feuille, c'est pour ça que je parle de tragédie anthropologique. Une tragédie anthropologique. Parce que l'erreur a beau être humaine, ouais. On a beau ne pas pouvoir faire confiance à n'importe qui, voire à personne, c'est parce que ça a toujours fonctionné de même pareil. Ça a toujours été ça, l'être humain. Il faisait affaire avec des êtres pleins de défauts, il trouvait des compromis, il conciliait. Enfin, là, il peut faire affaire à une machine. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologie là-dedans. L'anthropologie, c'est la façon dont l'être humain interagit, l'être humain évolue, l'être humain... Enfin, c'est grave là, pour moi. Oui, là. c'est pas grave. un détail, c'est pas juste cocasse. Là. Non, mais ça veut dire aussi, moi, je pense à ça en tant que parent, c'est que je me dis, on a un échec quelque part. Parce que si on a élevé des enfants qui ne sont pas capables, qui ne sont pas outillés pour avoir des relations humaines normales et qui préfèrent interagir avec une machine, ben, je pense que c'est de notre faute. Il y a quelque chose quelque part qu'on n'a pas fait comme il faut. Et une des choses qu'on a faites, je m'inclus dans cette génération-là, c'est qu'on vous a donné des outils technologiques comme celui-ci, l'ordinateur, le cellulaire, le iPad, beaucoup trop tôt dans vos vies, ce qui fait en sorte qu'on vous a donné des gardiennes numériques. On ne s'est pas occupé de vous, puis à la place, on vous a donné un cellulaire en disant « Tiens, c'est la gardienne numérique qui va t'élever. » Ben, ça donne ça. Et je reviens à l'explication que je t'ai donnée maintes et maintes fois à ce micro, et je m'en voudrais de ne pas la repitcher dans l'air. Pourquoi on est rendu là? Pourquoi les parents ont élevé leurs enfants comme ça? Et pourquoi leurs parents ont été les premiers à les élever comme ça? C'est en raison de notre refus de mourir. Comme on veut vivre jusqu'à la fin de nos jours, on refuse les responsabilités, y compris la responsabilité parentale. Ça veut dire qu'on délègue à une machine la responsabilité de divertir notre enfant, de lui enseigner les choses élémentaires, de parler. Hein? Si tu as besoin de te confier, sais-tu quoi? Papa est occupé à vivre. Papa a 40 ans. Papa veut revivre sa vingtaine, et à la cinquantaine, il veut revivre sa trentaine. Donc, occupe-toi. Avec la machine, tu peux lui poser n'importe quelle question. Tu peux même lui dire, machine, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez toujours être déçu de la réponse de la machine en passant. C'est pour ça que ça me renverse ces chiffres-là. Quand on nous dit qu'on est plus à l'aise de discuter, de demander conseil à une machine, faites le test. Dites à une machine, ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Il y a des ressources disponibles à votre disposition. Vous pouvez appeler le 1-800. Non, mais franchement, c'est pour ça que je cherche, là. Je cherche une épaule. Oui, je cherche une main. Attends, parce que moi, des fois, parce qu'à la maison, j'ai Google Home, là. Puis là, des fois, je lui demande, raconte-moi une blague. Ben, elle est bonne pour raconter des blagues, des fois. Ah ouais, des blagues très inclusives, par contre, et très bienveillantes. Hein? Ah non, mais des fois, c'est drôle. Ouais? Des fois, elle raconte des blagues mieux que moi, mais moi, je suis pas bonne pour raconter des blagues. Mais il doit avoir le côté quand même jugement qui embarque dans la ligne de compte pourquoi les gens sont stressés d'aller poser des questions. Parce que des fois, quand tu poses certaines questions ou t'amènes des émotions, t'as peur du jugement que tu vas recevoir, puis ils s'attendent à pas en avoir avec des machines. Ben pour l'instant, parce que si c'est des vraies machines woke, elles vont juger. Si jamais tu utilises des mots qui commencent par un N ou que mettons que tu mégenres la machine, ben là, tu vas être jugé par la machine. On est-tu prêt pour la bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle. OK, donc j'avais promis les gens qui nous écoutent, là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait à New York la première vente. À New York? Comment tu dis ça? La bonne façon, apparemment. Oui, New York. New York. I mean, a New York state of mind. Donc, qu'est-ce qu'il y a à New York? Donc, il y avait la première vente. C'est une galerie là, qui faisait une vente d'art produit par l'IA, l'intelligence artificielle. C'était la première, donc, vente intégrale. Il n'y avait pas d'œuvres faites par des humains. C'était juste des œuvres faites par l'intelligence artificielle. Et ça s'est très mal passé. Et c'est ça la bonne nouvelle. Les gens ne veulent pas de ça. Les gens veulent des vraies toiles faites par des vrais humains, dotés d'une vraie sensibilité. Et quand on leur dit c'est une machine qui a fait ça, ils disent je sais pas, ça m'intéresse pas, me mettre de l'argent dans mon REER à la place. Bon, voilà. Mais ça, c'est un très bon exemple aussi parce que quand ça a commencé l'intelligence artificielle, c'était l'inquiétude de tout le monde de dire il va toujours manquer la petite étincelle, le supplément d'âme, tu sais, elle l'a. Je dirais, tu sais, une machine, elle l'a pas. Mais il y a des gens qui réagissent. En lien avec de ce dont on parle, vous avez sûrement vu ça passer. Il y a des gens maintenant qui tombent en amour avec des intelligences artificielles. Tu peux utiliser certains robots conversationnels pour le transformer en ton futur copain, ta future copine. Puis c'est Marcel qui nous rappelle ça en disant la semaine dernière, il y a une femme qui est tombée en amour avec une intelligence artificielle. Donc, il y a le côté humain, le côté relationnel qu'on est capable d'aller chercher quand même. Puis les gens savent ça.
Bon, alors moi, je résume quand même l'époque formidable dans laquelle on vit. Les femmes ont moins peur de se retrouver en forêt avec un ours qu'avec un homme et elles préfèrent tomber amoureuses d'une machine que d'un homme en chair et en os. Bonne chance, Rémi. Oui, je sais, c'est compliqué. Je peux en témoigner, mais le film en question, il y a un film qui a été fait, c'est le Her avec Joaquin Phoenix, qui est magnifique. La voix de la délicieuse Scarlett Johansson. Je comprends Joaquin de tomber en amour comme ça, sous la promesse seulement d'une voix. Non, mais ça veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire que si maintenant on préfère consommer de l'art produit par l'IA, c'est comme si on disait tout avait été écrit, tout avait été peint, alors que c'est faux. On peut encore être épaté par des choses faites par des êtres humains. C'est ça qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il nous surprend toujours. Mais Absolument. Il faut accepter de se laisser surprendre. Il y a un titre d'un livre de Tonino Benacquista, je pense. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf la mienne. Ben oui. Bon, alors voilà. Donc, l'IA est bien. Et on n'a même pas eu le temps de parler d'un autre sujet qui concerne l'IA, mais peut-être une prochaine chronique. Amazon qui a annoncé qu'il mettait sur le marché des doublages faits par l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que les gens dans l'industrie du doublage s'inquiètent. En même temps, des fois... ça va plus vite, mais tu peux pas. Il faut que tu repasses par-dessus. C'est ça l'affaire avec l'IA. C'est pas parfait, c'est faux. Non, tu repasses par-dessus parce que là, ça confond nez et nouilles et plein d'affaires de même. Donc, voilà. Alors, personne, nouilles, parfait. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci surtout à vous d'être à l'écoute et on se retrouve demain.